Donc, je vais commencer par les remerciements. Merci de m'avoir invité dans cette rencontre très intéressante. Merci aux organisateurs. Merci au professeur Philippe Ménard. Je vais parler en français parce que je vais plus vite en français. Et je vais essayer de faire court ma présentation tout en essayant de lancer déjà quelques liens avec ce qui vient d'être dit par le professeur Gilead et par Michael Prazan. Donc, mes observations sur ce qui se passe sur le terrain, sur le travail sur le terrain, sur l'histoire de la Shoah en Europe de l'Est, se basent principalement sur mes propres expériences en Biélorussie et en Russie, dans deux districts où je vais depuis 2005, district de Borisov en Biélorussie et district de Roslavl en Russie, c'est la région de Smolensk et leurs alentours. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vais peut-être aller plus vite que ma présentation PowerPoint pour gagner un peu de temps. Donc la plupart des témoins qu'on rencontre aujourd'hui, la très très grande majorité, ce ne sont pas les civils juifs, mais les civils biélorusses et russes, et qui sont majoritairement enfants au moment de la guerre. Il y a un grand changement dans la mémoire et de l'occupation allemande et de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire que ces témoins sont désormais majoritairement les porteurs de la mémoire de la guerre, de l'occupation et de la Shoah, sont des civils. La mémoire de la guerre qui appartenait aux combattants, la mémoire de combattants est en train de céder sa place aux civils. Ce qui implique aussi beaucoup de changements quant à l'acceptation par les locaux des problématiques de la Shoah, de l'histoire de la Shoah. Beaucoup plus de liens peuvent être observés, parce que ceux qui nous parlent de la Shoah ont été eux aussi, elles aussi, parce que c'est majoritairement les femmes, victimes de l'occupation nazie. D'où le regard beaucoup plus compréhensif et beaucoup plus proche de ce qui s'est passé, ce qui est arrivé aux Juifs. Donc là, vous avez la carte pour situer les districts où j'ai travaillé, à côté de Minsk et à côté de Smolensk. Il y a un réseau de partenaires locaux sur qui on peut s'appuyer dans ces recherches. Je voulais souligner plutôt le côté problématique de ce réseau. Ce sont des districts très provinciaux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Les centres de recherche locaux s'occupent de la collecte de témoignages, mais font peu de recherches sur le terrain en dehors des villes. Les communautés juives locales sont très très réduites et souvent donnent l'impression de vouloir transférer leur mémoire dans des endroits plus sûrs, dans des endroits qui sont plus liés à leur communauté, donc tout d'abord en Israël. Parfois, ça donne des résultats assez étonnants et négatifs pour la conservation de la mémoire de la Shoah sur place. Par exemple, on peut tomber sur des cas où des témoignages enregistrés sont envoyés directement, par exemple, à Yad Vashem, sans les garder sur place. Ce qui est une attitude psychologiquement compréhensible, mais qui laisse des lacunes très importantes sur place. Les musées locaux, ils sont souvent très ethnographiques. Les objets liés, c'est souvent les objets qui sont liés à la Shoah. Donc, on revient aux artefacts évoqués par le professeur Gilead. Le point faible dans ces musées, c'est que ces objets provenant de la Shoah deviennent des objets ethnographiques, de petits objets souvent mal présentés et qui se perdent dans la masse d'autres objets purement ethnographiques. Et deuxième problème des musées locaux, c'est une sorte de globalisation des représentations de la Shoah, c'est-à-dire dans presque chaque musée local en Biélorussie qui parle de la Seconde Guerre mondiale, il y aura des photographies, par exemple, d'Auschwitz. Il y aura souvent même un costume d'un prisonnier d'un camp de concentration. Et il y aura très peu de sources visuelles ou autres sources sur ce qui s'est passé, sur les événements de la Shoah qui sont passés sur place. Et sur place, ce n'était pas les killing centers,
C'était des petites structures, de petits shtetl qui ont été exterminés d'une autre façon. On va en parler un petit peu plus tard. Donc de nouvelles sources qui apparaissent lors de ces recherches sur le terrain, c'est avant tout les témoignages des civils. D'autres sources supplémentaires ont été sur lesquelles on a travaillé, sont des mémoires des soldats non allemands de la Wehrmacht pour la Biélorussie, dont un petit corpus des mémoires des volontaires français qui étaient stationnés justement dans la région de Minsk où j'ai travaillé, et qui, entre autres, décrivent la population juive de la région et même quelques cas de la Shoah. Les documents des archives et des sources visuelles, un des volumes de cette recherche, sont des photographies privées prises par les soldats de la Wehrmacht. Donc je vais vous montrer quelques-unes de ces photographies. Donc cette partie de recherche, elle est basée sur des choses très... ça se passe en Allemagne, c'est une recherche qui est faite auprès très pragmatiquement, auprès des collectionneurs, parfois même dans des vides-greniers. Et donc on trouve une grande quantité quand même de documents visuels concernant la Shoah, plusieurs côtés de la Shoah, non seulement rarement des événements catastrophiques, des exécutions, mais toutes sortes de documentation montrant les étapes de la sélection et de l'extermination, sauf peut-être le moment d'extermination elle-même qui est rare dans ces photographies. Donc là, les photographies que je vous montre, ça représente le triage des prisonniers de guerre, apparemment dans le but de sélectionner les commissaires et les juifs. Une photographie type le photographe apparemment cherche à montrer la forme du nez qui est un des traits permettant d'identifier un juif parmi les prisonniers. Un carré de juifs dans le camp des prisonniers de guerre soviétiques près de Jitomir, et une certaine quantité de photographies qui viennent des localités où on mène la recherche la collecte de témoignages. Donc ça, c'est la première photographie des juifs de Borisov, prise pendant la guerre, la seule pour l'instant qui a été trouvée. Parfois, des situations de lynchage, cette photographie n'est pas localisé, c'est un lynchage par les civils, ça se passe probablement dans un des pays baltes, par des civils qui sont en train de lyncher 3 juifs qu'on voit à peine, et les soldats allemands qui sont derrière en regardant, en s'amusant, et il y a même un qui est monté sur une maison pour prendre une photo. Plusieurs photographies montrent l'amalgame qui est fait entre le juif et le soviétique. Donc, par exemple, cette photographie elle est prise une semaine, 2 semaines avant l'extermination des juifs de Mariampolė en Lituanie. Elle est sous-titrée sur le dos « Les juifs avec une étoile soviétique ». Donc l'étoile jaune est considérée comme une étoile soviétique. Et encore, en allant encore plus loin, un des soldats sous-titre cette photographie « Synagogue russe », en faisant en plus une faute d'orthographe. La synagogue de Smolensk, utilisée comme cinéma pour les soldats, et une photographie d'un groupe de juifs à Lubar, dans la région de Jitomir, en Ukraine. Pareil, c'est la première et la seule photographie de la communauté juive pendant l'occupation. Donc ce qui est fait, ce qu'on fait avec ces photographies, on les envoie dans les communautés en espérant avoir une réponse, en espérant que quelqu'un reconnaisse les gens, mais très souvent les communautés sont déjà dans un tel... les anciens sont tellement rares que la réponse est négative. C'est le cas de cette photographie-là. Elle a été mise sur le site de la communauté juive de Lubar et aucune réponse n'a été reçue des anciens. Et une autre catégorie de photographies, c'est-à-dire on trouve dans les photographies privées des documents photographiques provenant des bourreaux. Donc là, c'est le personnel de la commandature du village de Shumiatchi, près de Smolensk, où toute la population juive, constituait à peu près la moitié de la population de ce village. Donc très probablement, ces personnes-là avaient plus les policiers locaux.
à droite, très probablement ces personnes-là ont participé dans l'acte d'extermination. Quelques directions de la recherche sur le terrain. Donc, identification des sites de massacre, c'est assez rare. Normalement, dans les districts où je travaille, Biélorussie et en Russie, ces sites sont très souvent identifiés. Il y a des monuments. On essaie d'aller avec les collègues locaux, biélorusses et russes, au-delà du massacre, c'est-à-dire essayer de reconstruire l'histoire de la communauté juive, de ses activités politiques, culturelles, de ses relations avec les non-juifs, et regarder les petites actions d'extermination, des petites tueries, et aussi des histoires de sauvetage, de dénonciation. Il y a toujours une question de la préhistoire des violences de guerre, à savoir comment les relations interethniques d'avant la guerre, comment les grands événements politiques, comme collectivisation ou les répressions staliniennes, quelles répercussions ils ont eues sur la Shoah pendant la guerre. Donc, un des problèmes, justement, le professeur Gilead, quand il a montré ce qui reste après nous, après notre passage, après le passage des chercheurs, donc ça m'a fait repenser à ce que j'observe sur le terrain, c'est-à-dire les conflits entre les mémoires, entre autres les conflits qu'on est en train de créer en arrivant, en posant nos questions et en soulignant certains problèmes qui gênent ou qui dérangent souvent les gens qu'on interroge. Donc, effectivement, les chercheurs peuvent susciter certains problèmes lors de leur passage. Le problème le plus visible dont les locaux parlent, c'est une impression de déséquilibre entre les mémoires. Quand on arrive et on pose des questions sur la Shoah, parmi les premières réactions des locaux, c'est pourquoi vous ne posez pas des questions sur d'autres choses que nous avons vécues. Par contre, en arrivant par l'autre bout, en demandant à raconter quelque chose sur l'occupation, comment ça s'est passé, quel était le vécu de la famille non-juive à laquelle appartient le témoin, c'est une manière plus diplomatique et qui donne beaucoup plus qui peut niveler, en tout cas, cette tension-là. Plusieurs conflits, souvent de petite taille, mais c'est quand même des tensions qu'il faut prendre en considération, se déroulent autour des images, autour des photographies comme source, qui sont souvent mal identifiées et mal interprétées. Donc on se souvient comment une série de photographies prises par les soldats allemands et qui a été mal identifié, quel rôle cette erreur a joué dans l'histoire de l'exposition sur les crimes de la Wehrmacht, de petites mines, on va dire, du même genre, de petites mines de ce genre sont parsemées une quantité énorme de documents photographiques et leurs interprétations dans les archives et dans les musées. Donc ça, c'est un des exemples où, sur le site de Yad Vashem, cette photographie est interprétée comme témoignage du massacre des prisonniers de guerre soviétiques et des locaux juifs. Et en fait, donc là, c'est le verso de la photographie, avec en plus, c'est une erreur apparemment des archives biélorusses. Et pas de Yad Vashem, ça vient des archives à Dzerzhinsk, en Biélorussie. Et en fait, donc sur place, j'ai réussi à retrouver cet endroit. Et il s'agit d'un camp de travail qui a été liquidé en 1944, juste avant le départ des Allemands, où il y avait un certain nombre de Juifs, mais la grande majorité étaient prisonniers de guerre et partisans. Et leurs familles. Et donc là, c'était un des derniers survivants de ce camp qui m'a raconté cette histoire. Et évidemment, des cas bien plus connus et qui ont eu beaucoup plus dont on a parlé beaucoup plus, c'est des cas dans l'autre sens où
les documents photographiques liés dans ce cas-là à la résistance juive ont été interprétés comme résistance soviétique. Donc ça c'est l'exécution de Kirill Trousse, Masha Bruskina et Vladimir Sherbatsevich, des premiers résistants exécutés à Minsk en octobre 1941. Donc vous savez probablement cette histoire, vous connaissez cette histoire, où l'identité de Masha Bruskina pendant très longtemps restait entre guillemets suspendue, même si la version de son identité était assez claire, parce que, entre autres, elle était juive et c'était difficile à accepter apparemment pour le pouvoir de l'époque. Et enfin, pour terminer un peu rapidement, quelques perspectives qu'on peut souligner pour cette recherche sur le terrain. Donc on travaille dans l'urgence, les témoins sont déjà peu nombreux, très âgés, et on a entre peut-être 5 et 10 ans pour les interviewer. D'où le choix de plusieurs approches. Celle du Père des Bois, par exemple, c'est de couvrir tout le territoire en passant rapidement par village et en se concentrant sur les moments clés, c'est-à-dire le moment de l'extermination et l'identification des fosses. Et une autre approche qui est entre autres la mienne, c'est de s'arrêter dans un village, prendre plusieurs jours, essayer de comprendre, de reconstituer l'histoire d'avant la guerre, les rapports de force, les relations entre les juifs et les non-juifs, et par là arriver à la compréhension de ce qui s'est passé. Et évidemment, cette approche est extrêmement coûteuse en termes de temps. La solution pourrait passer par le soutien et la formation des équipes locales, parce qu'il y a une vraie demande et de cette formation et de cette aide, et un vrai intérêt de la part des petits chercheurs, historiens locaux, même au niveau des écoles. Ils disent qu'on pourrait essayer de faire de la collecte des témoignages. Il nous faut de la formation, il nous faut des guides là-dessus. Et donc ça pourrait être une solution. Une bonne solution pourrait être la création de réseaux, parce que actuellement, en province, en Russie, en Biélorussie, les centres de recherche, d'un côté, les musées d'histoire juive, les communautés juives sont souvent séparés entre eux. Et le plus grand problème de la recherche locale, c'est le manque de présence sur le terrain. Parfois, les épisodes de la Shoah, extrêmement importants, et qui se sont déroulés à 20 km de Minsk, qui est une grande capitale scientifique, restent inexplorés parce qu'il n'y a pas l'habitude d'aller sur le terrain, c'est loin, ça ne rentre pas dans les habitudes des chercheurs, ça coûte, etc., etc. Et enfin, j'ai dit qu'on est de plus en plus en Biélorussie et en Russie devant la situation de conflits entre les mémoires, où, entre autres, par exemple, la mémoire des collaborationnistes surgit de plus en plus. En Biélorussie, par exemple, il y avait un cas assez emblématique. En 2008, un journaliste local a publié un livre sur le massacre des civils biélorusses par une unité de partisans, et en plus dont le chef était juif. Donc la réponse des historiens était assez asymétrique. La réponse a été donnée en s'appuyant sur les documents des archives soviétiques, et sur les travaux des historiens soviétiques, mais pas en allant sur place, en essayant de comprendre ce qui s'est passé, et pas en étudiant les données collectées en tant que source. Il y a le pouvoir politique qui est intervenu. Donc le journaliste qui, entre autres, a installé une croix sur le lieu du massacre, le journaliste s'est retrouvé en prison pour 2 semaines, ce qui
n'a pas du tout, évidemment, réglé le problème, on va dire, de débat, de discussion qui n'a finalement pas eu lieu. Donc, cette perspective de discussion, de dialogue, de débat avec ou contre les démarches venant, on va dire, de l'autre côté, mais qui sont en train d'établir leur légitimité dans les deux sociétés, dans les sociétés russes et dans les sociétés biélorusses. Cette perspective de discussion, comment y aller, avec quels arguments, comment faire, c'est aussi une question qui, évidemment, doit être posée devant les chercheurs. Et peut-être, je pourrais terminer là pour laisser un peu plus de temps pour les questions. Et moi, j'en aurais aussi plusieurs à poser aux deux intervenants d'avant, mais je vais m'arrêter là. Merci bien pour votre attention.